Sur les traces d'Augustin Malraux. L'engagement politique d'Augustin Malraux ne se limite pas à son mandat de député. La Seconde Guerre mondiale le mène à des choix déterminants. Dès 1940, après la défaite de l'armée française, la situation politique évolue rapidement. Le 16 juin, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil, et quelques semaines plus tard, le 10 juillet, l'Assemblée nationale est appelée à voter une loi lui confiant les pleins pouvoirs. Le résultat du vote est sans appel, 569 voix pour, 80 contre. Parmi les 80 parlementaires qui refusent cette décision, on retrouve le nom d'Augustin Malraux. Ce jour-là, il écrit une lettre à sa femme et ses enfants. Ma chère femme, mes chers enfants, ceci est mon testament politique. Je veux que, plus tard, vous sachiez qu'en des heures tragiques, votre papa n'a pas eu peur de ses responsabilités et n'a pas voulu, quelles que soient ses craintes, être parjure à tout ce qu'il a appris puis enseigné dans sa vie. J'ai été élevé dans l'amour de la République. Aujourd'hui, on prétend la crucifier. Je ne m'associe pas à ce geste assassin. Je reste un protestataire. J'espère le rester toute ma vie, pour être digne de ceux qui m'ont précédé et ne pas vous faire rougir. Je vous embrasse très affectueusement. Après ce vote, il devient une figure d'opposition au régime de Vichy et s'engage progressivement dans la résistance. Il entretient des contacts réguliers avec ses collègues socialistes et s'implique dans le réseau Libération Sud en assurant des liaisons entre la zone occupée et la zone dite libre. Dès 1940, après la défaite de la France, plusieurs socialistes refusent la collaboration avec Vichy et entrent en résistance. En 1941, Daniel Meillet, socialiste et résistant français, et Suzanne Buisson, femme politique socialiste et résistante française, fondent le Comité d'action socialiste, le CAS, sur demande de Léon Blum, pour organiser la résistance socialiste et diffuser des journaux clandestins. En 1943, ces derniers participent au Conseil national de la résistance, le CNR, préparant l'après-guerre. En mai 1941, Augustin Malraux participe à un congrès clandestin du Parti socialiste à Lyon. L'année suivante, il est chargé de former un groupe de combat pour Libération Nord, tout en travaillant à la réorganisation du syndicat des instituteurs. Son engagement n'échappe pas aux autorités. Le 9 janvier 1941, il est révoqué de ses fonctions de maire de Blaye-les-Mines. En août de la même année, il est arrêté une première fois en tentant de franchir la ligne de démarcation et est interné une semaine à Toulouse. Un document conservé aux archives départementales du Tarn nous montre qu'il est sous étroite surveillance par le gouvernement de Vichy. Le préfet du Tarn à Monsieur le ministre secrétaire d'État à l'Intérieur. Vichy. Comme suite à mes précédentes communications relatives à Monsieur Malraux, député du Tarn, récemment révoqué par vous-même de ses fonctions de maire de Blaye-les-Mines, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur une lettre interceptée le 22 courant par le contrôle postal, datée du 20 janvier 1941 et postée à Saint-Croix-de-Volvestre. Cette lettre ne porte comme signature qu'un prénom, François. Il est possible, et dans une certaine mesure vraisemblable, qu'elle émane de M. Kamel François, instituteur, comme Malraux et député de la SFIO de Saint-Girons. Plusieurs personnes politiques sont désignées dans cette lettre par des initiales. J'ai tenu à vous signaler l'intérêt que peut présenter cette lettre au point de vue politique, et j'en retiens, pour ma part, un motif nouveau de surveiller étroitement l'activité de M. Malraux dans mon département. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, Augustin Malraux a choisi de rester fidèle à ses convictions politiques, en refusant d'accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est ce choix qui a marqué son opposition au régime et son engagement continu auprès des socialistes et dans les premiers mouvements de résistance. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la suite de son parcours durant la Seconde Guerre mondiale. Merci à Gauthier Banache, Judith Giorgi et Sidonie Lebeau d'avoir prêté leur voix pour cet épisode.